Bonjour à tous. Bonjour à la famille professionnelle de l'Afrique centrale, c'est ça, la sous-région. Bienvenue au Cameroun pour ceux qui viennent de très loin. Alors, je suis Dr Chantal Moukoko, directeur de la bibliothèque universitaire de l'Université de Douala. Nous avons une université au Cameroun. Voilà, c'est la capitale économique. Je suis aussi chargé de cours au département de communication de l'université, à la faculté de lettres et sciences humaines. Donc, c'est à ce titre que je me retrouve ici pour partager un peu avec vous cette réflexion que nous allons continuer à mener en atelier. C'est vrai qu'il n'est pas aussi mauvais de rappeler que je suis la présidente du consortium des bibliothèques universitaires et de recherche du Cameroun. Alors, si vous permettez, je voudrais bien présenter mon travail assise, si ça ne me pose pas de problème. Je vous remercie. Merci. Alors, dans le cadre de cette conférence internationale dont le thème est conservation et préservation du patrimoine documentaire en Afrique centrale, notre attention est particulièrement attardée sur les piliers de la réconciliation et de la consolidation de la paix dans ces zones-là, qui sont dans notre sous-région. Alors, donc, pour contextualiser ce travail-là, nous avons essayé de mener une réflexion sur la patrimonialisation de l'information scientifique et technique. Deux points, prospérité et nouveaux défis des professionnels de l'infodoc. Alors, il faut dire ici que je me suis inspiré d'abord de mon travail scientifique, c'est-à-dire ma thèse de doctorat, qui était articulée sur la valorisation patrimoniale des bibliothèques de l'Université de Douala. Tension entre le système de l'infodoc, émission, transmission, diffusion, circulation des savoirs. Et dans ce travail-là, j'ai essayé d'attaquer la problématique de la patrimonialisation. Donc les bibliothèques universitaires, en dehors de leur travail de diffusion, vulgarisation des savoirs scientifiques, qui est à l'origine de tous les savoirs, de tous les contenus. Donc, au-delà de notre train quotidien qui est la collecte, la diffusion, le traitement, j'ai un peu mis au centre ce dispositif, pour moi qui est un dispositif info-communicationnel, un dispositif de patrimoine scientifique, si vous voulez, et donc j'ai essayé de questionner. Par ailleurs, j'ai un peu parcouru un article publié par Marina Jadet sur l'usage du concept du patrimoine, qui aborde aussi la question de la patrimonialisation des contenus dans les soucis de préservation, de pérennisation pour la mémoire collective, pour la mémoire universelle. Alors, donc il faut dire que dans les vous voyez un peu le plan de mon travail dont l'ossature est un peu ce que vous voyez là, qui se déroule sur un premier point, renvoi au contexte local. Le second, les objectifs de questionnement. Ensuite, les propositions, encadre les résultats attendus. Et enfin, les synthèses et les sources sur lesquelles je me suis inspiré. Alors, au regard de la situation sécuritaire et sociopolitique très délicate que traversent les États de l'Afrique centrale,
donc Cameroun, qui fait partie de l'Afrique centrale, effectivement, depuis plusieurs années. Il est bon ici de rappeler quand même que le 21e siècle pourrait se décrire dans le monde par son niveau d'agitation, qui est assez palpable au vu de l'actualité nationale, sous-régionale, internationale. Et pour revenir dans notre contexte, nous pouvons commencer par, vous voyez, j'ai essayé de mettre du visuel pour illustrer, parce que je pense que le visuel c'est plus parlant. On a toutes sortes de guerres, des guerres asymétriques, des guerres symétriques ou asymétriques. Par exemple, le Boko Haram. Pour ma part, le Boko Haram, c'est un peu mon analyse. Quand je prends du recul, on va un peu dire ici que ça a une similitude pour ma part avec la chute du mur de Berlin. Vous avez vu quand il y avait la chute du mur de Berlin, c'est vrai que j'étais témoin de l'histoire, ça a déstabilisé toute la planète. Alors je crois qu'en Libye, quand Kadhafi aussi est tombé, j'ai eu l'impression, pour ma part, quand on regarde toutes les publications, on a l'impression que c'est ce vent qui continue à déstabiliser et on ne sait pas quand ça va s'arrêter là. Mais les violences sont énormes. Vous regardez, vous voyez les images. Les crises sécuritaires aussi. Surtout notre actualité nationale qui renvoie un conflit anglophone au Cameroun. Dans les zones du sud-est, vraiment d'actualité, tous les médias jouent là-dessus. La presse écrite, les médias sociaux, les médias traditionnels. Et que nous avons appelé ici dans notre contexte le NOSO, donc c'est le nord-ouest et le sud-ouest, pour circonscrire au niveau du Cameroun. Mais nous ne pouvons ne pas quand même aborder les autres questions des catastrophes naturelles, parce qu'il est ici question du patrimoine documentaire. Parce qu'en réalité, quand on parle de mémoire, que ce soit les organisations, les institutions privées ou publiques, alors ça produit, ça reçoit des documents. Donc quand on dit patrimoine scientifique, production scientifique, qui est un tout, parce que les chercheurs, nos étudiants en général, quand ils vont sur le terrain, ils collectent les données, ils collectent toute la production. Il y a quelque chose à voir avec tous les secteurs culturels, politiques, sociaux, économiques. Donc, on est un peu, quand on dit information scientifique, on est un peu au cœur, au centre des gravités. Et donc, s'il y a des catastrophes naturelles, comme des inondations répétées, pour le cas du Cameroun, au littoral et au sud-ouest, avec ces pluies-là, on a le cas des incendies dans les ministères, les services publics ou privés. Vous convenez avec moi que si ça produit et ça reçoit des documents, donc effectivement, ils sont détruits, surtout ceux qui sont matérialisés en fait de support traditionnel, de support papier. Donc voilà pourquoi j'ai essayé d'ajouter un peu ça. On va citer pour le cas du Cameroun concrètement, on a eu des cas d'incendie, comme vous voyez là, par exemple la trésorerie générale, dans les ministères, les inondations, comme je venais de dire, on voit très bien des images là, avec des incendies, des inondations au centre. Donc même dans les domiciles, puisque la famille est au cœur de la société, on a des documents, on a des archives familiales, donc, qui est donc le point de départ. Donc si nous pensons à préserver, à pérenniser, nous ne pouvons pas oublier le point de départ depuis les familles. J'ai ajouté les crises sanitaires, parce que toutes ces crises sanitaires aussi ont un impact dans notre contexte, dans notre sous-région, et j'ai ajouté pour là aussi toutes ces crises sanitaires ne sont pas épargnées, et nos patrimoines en général, les patrimoines documentaires en particulier, prennent un coup. Les menaces humaines, moi je parle de violences, toutes sortes de violences, parce que quand on aborde la question de la conservation, je vois avec les étudiants de l'Institut des Beaux-Arts, en Consamba, sur la question de la préservation, de la conservation. Quand nous avons abordé longuement, nous abordons longuement les questions de conservation préventive et curative. On voit très bien que c'est un problème qui est au cœur, c'est-à-dire que l'un des problèmes sur le dispositif humain, parce que l'homme lui-même est un ennemi, à partir du moment où j'ai abordé la question du vol des données, du vol des documents. Maintenant, les réseaux sociaux
C'est vrai que ça rejoint les questions d'info-intox, mais en réalité, toutes ces questions de conditionnement et tout ça, qui n'est pas le cœur, qui n'est pas l'objet de mon travail, mais nous passons par là pour avancer. Et donc, si en amont, j'ai essayé de dérouler les difficultés, les questions qui se posent dans notre société, alors on voit très bien une implication directe par rapport à cette question de sauvegarde du patrimoine, et plus précisément du patrimoine documentaire qui est matériel et immatériel. Donc on venait avec moi qu'il y a, au vu de toutes ces violences-là, naturelles ou humaines, on constate qu'il y a une grosse perte de documents de forte importance dans notre contexte en général. Donc toutes sortes de documents, y compris dans le patrimoine scientifique de nos chercheurs, de nos étudiants, de nos enseignants, dans nos centres de recherche, dans nos universités, donc dans notre contexte, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans les autres pays de la sous-région, mais je crois que c'est même un problème universel. Alors ensuite, j'aborde aussi avec la destruction de nos archives, déstructuration de nos archives. Alors, que ce soit des archives privées ou publiques, ils connaissent d'énormes violences avec ce contexte de crise sécuritaire, de ces guerres, de ces archives, avec toutes sortes de destructions, comme j'ai présenté en amont. Et on m'a aussi dit qu'il y a une désorientation des services en charge du patrimoine documentaire. Donc nous faisons partie des acteurs de la chaîne. Car si en amont les politiques n'ont pas encadré, ne prennent pas conscience pour intégrer cette nouvelle problématique dans les zones frontalières en crise, et que nous-mêmes, nous n'intégrons pas ces préoccupations, ça peut s'expliquer aussi par un découragement, vu qu'en rang dispersé, nous ne pouvons pas nous en sortir, nous ne pouvons pas trouver des solutions à ces problèmes qui sont devant nous. Je crois que cela peut justifier notre rencontre ici, nos échanges qui vont se dérouler ici, notre discussion, pour effectivement, si vous voulez faire un plaidoyer, mettre cela dans nos visions stratégiques pour comprendre que désormais, nous ne sommes pas en marge de ces questions de conflit, qui pose un réel problème au niveau de la paix dans nos différents contextes. Donc nous sommes désormais des acteurs impliqués dans cette problématique-là de la conservation du patrimoine documentaire et archivistique. Ensuite, il y a la perte de la maîtrise de ce secteur par les pouvoirs publics. Déjà dans notre contexte, on va dire, moi j'ai parlé des politiques publiques, vous savez, c'est le point de départ. Si les politiques publiques ne nous accompagnent pas, vous êtes d'accord que nous sommes un peu fragilisés. Et si j'ai parlé de la perte de la maîtrise de ce secteur par les pouvoirs publics, alors c'est parce qu'ils nous attendent. Étant donné que c'est bien notre rôle de faire des propositions, sûrement au sortir d'ici, on aura sûrement des résolutions fortes pour interpeller
nos politiques, attirer leur attention que quand on parle des conflits, toutes sortes de conflits, ceux qui devaient préserver le patrimoine documentaire, informationnel, c'est bien vous et moi. Mais ils attendent, ils ne sont pas experts du domaine, ils attendent des solutions de nous. Alors, ensuite, la désorganisation et la démotivation des acteurs du secteur. Alors, moi qui suis un dispositif humain dans mon contexte à l'Université de Douala, où au quotidien j'appuie l'enseignement et la recherche, et j'ai publié des articles sur cette problématique-là, nous rencontrons toutes sortes de difficultés. Ce n'est pas forcément au même niveau, mais en réalité, on perçoit que nos gouvernements, si vous voulez, nos politiques ne priorisent pas forcément ce secteur-là. Pour ma part, c'est même le cœur. Si vous n'avez pas la bonne information, si l'information n'est pas pérennisée, si elle n'est pas bien conservée, on ne peut même pas la valoriser. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas la valoriser? Et donc, comme nous on dit vulgairement, nous écrivons l'histoire avec la bombe, ça nous pose un problème. Étant donné que si dans 10, 20 ans, dans plusieurs décennies, on est incapable de savoir qu'il y a eu des échanges ici comme ça pour apporter notre contribution parce qu'on n'a rien conservé ou préservé, du coup, on a fait. Donc, pour ma part, c'est cette question de désorganisation et de motivation des acteurs du système qui nous concerne est aussi un problème à ne pas négliger. Alors, dans les objectifs et les questionnements, je me suis attardé sur la question de la patrimonialisation de l'information scientifique et technique qui justifie en réalité l'ensemble des stratégies, méthodes, procédures techniques pouvant garantir la paix et l'harmonisation de l'homme avec son milieu naturel. Et quand vous regardez cette schématisation, on se rend compte que c'est un tout. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Vous voyez que l'homme est au cœur, ce n'est pas anthropologique. Mais on voit très bien le scientifique, le technique, le culturel, le naturel. Donc, il est le seul réel combat du champ de l'extension du concept de patrimoine qui a été abordé par Marina Jacques dans son article intitulé « L'usage du concept du patrimoine comme outil et analyse ». Je l'ai trouvé assez intéressant parce qu'elle revient sur ce problème du questionnement de la préservation, de la pérennisation, mais en n'interpellant pas seulement les acteurs, les professionnels de l'info d'or, mais monsieur tout le monde. Vous voyez très bien que ce soit les sciences exactes, les sciences appliquées, les sciences humaines, les sciences sociales, tout le monde est interpellé. Vu qu'au bout, il y a une production scientifique, c'est vrai que le critique au niveau de notre tutelle qui est le ministère de l'enseignement supérieur, comme dans tous les contextes, on voit très bien enseignement, recherche, appui au développement, innovation. Alors, on voit très bien, vous êtes d'accord avec moi que nul n'est épargné. Et donc, ce problème de patrimonialisation de l'information scientifique, donc des données, des publications endogènes, exogènes, si vous voulez, de la projection, vient de se poser pas seulement chez les chercheurs, mais aussi dans la société tout entière. Et ça, c'est une publication de 2004, donc c'est un débat qui est sur le terrain, qui est sur les plateaux, qui est dans les laboratoires. Donc je pense que au sortir d'ici, ça fera désormais partie de notre train quotidien, malgré les difficultés, les difficultés que nous rencontrons, le manque de moyens, que ce soit moyens humains, financiers, matériels, toutes sortes de choses, mais il sera donc important que pendant nos ateliers, nous remettons ça sur la table pour la contribution des uns et des autres pour pouvoir avancer et apporter notre contribution. Alors, cette patrimonialisation pour les pays en crise constitue donc des clés de prospérité pour ma part. Donc, vous voyez les questions que nous pouvons nous poser, je crois que c'est les questions que vous posez aussi, tous. Quels moyens seront mis en œuvre pour atteindre cet objectif? Donc, je disais tantôt que quand on parle de moyens, on oublie
en général, on met souvent, on parle d'abord des moyens financiers et matériels. Non, pour ma part, les premiers moyens, ce sont des moyens humains. C'est pour ça que les problèmes de renforcement des capacités, d'innovation, de formation qui renvoient donc à ces chantiers de renforcement des capacités pour être un peu up-to-date est crucial. Donc pour moi, ça commence par là. Et donc les autres moyens suivants, après les moyens humains, toutes sortes de dispositifs, les moyens financiers, on est d'accord avec la volonté politique. Quelle stratégie de mutualisation des efforts serait donc envisagée entre les acteurs de ce secteur? Donc nous, les spécialistes de l'info, chacun a sur son terrain, et ceux des forces civiles et militaires pour une efficience de l'opération. Alors vous convenez avec moi que c'est de nouveaux concepts. Quand on se retrouve dans nos bureaux, avec notre équipe ou bien avec notre hiérarchie, lors du top management, dans les discussions, on ne voit pas très bien qu'on a quelque chose à voir avec les forces civiles et militaires. On ne voit pas très bien qu'on a quelque chose à faire avec les zones frontalières en crise. Parce que déjà on a trop plein de travail sans moyens. On se rend donc compte que les émotions doivent se déployer et que ces questions qui sont d'actualité ne sont pas épargnées, vu que nous avons ce rôle. C'est-à-dire que cette mémoire qui chute sur la mémoire collective, la mémoire du monde, elle ne peut pas se faire sans nous. Et si dans les zones frontalières, comme nous avons constaté, comme j'ai illustré tantôt, tous les édifices sont détruits, tout notre patrimoine est détruit, et que nous n'avons pas anticipé ou pensé à la préservation, voilà que c'est toute la planète qui prend un coup. Vu la mondialisation et la globalisation, c'est vrai que la mémoire devient universelle et chacun devrait apporter sa contribution pour être donc visible. Surtout qu'on dit l'Afrique, surtout notre sous-région, nous sommes un peu absents sur le web. Quand on va sur le web, c'est pour consommer le patrimoine informationnel des autres parce qu'ils sont bien organisés, pensent à pérenniser, à vulgariser, à faire savoir, à se faire connaître à travers leur production. Nous, je crois que c'est encore un vaste chantier, pour ma part. Alors, voilà donc le cœur du ballot, comme on le dit vulgairement. Quelle démarche donc adopter en zone frontalière? Je crois que notre discussion va s'étaler là. Quelle démarche adopter en zone frontalière? Comment allons-nous nous y prendre? Puisque c'est une nouvelle problématique dans notre contexte. Elle est d'actualité et elle continue. Alors, j'ai un peu schématisé là le processus de patrimonialisation. Puisque patrimonialiser, c'est valoriser pour ma part. Et elle passe d'abord par la découverte de la valeur. Si on estime que ce patrimoine n'a pas de valeur, pourquoi penser à la patrimonialisation? Donc du coup on s'arrête. Voilà pourquoi j'ai pensé que pour s'approprier de ce concept et en faire bon usage, il serait bon de mettre en avant d'abord la découverte de la valeur. Donc pour le cas d'espèce, il s'agit de l'information scientifique et technique, donc des publications de nos chercheurs qui sont pour ma part à la base de toute production, quelle que soit les typologies. Avant qu'un ouvrage ne devienne, quel que soit le support, une monographie, toutes sortes de productions comme ça, vous voyez très bien dans la démarche, ça a commencé par un terrain. Vous voyez toute cette méthodologie-là. Donc si les données sont détruites en famille, dans les organisations privées ou publiques, le chercheur n'aura même pas de données, il ne sera pas outillé pour produire de l'information scientifique et technique. Pour ma part, donc, il y a une valeur incontournable et indiscutable. Alors, si on a découvert la valeur, après la découverte de la valeur, effectivement, il faut la justification de l'étude. Donc,
conçu tout un projet, toute une démarche. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais la justification par l'étude va être que c'est un travail de fond. Il faut se poser. Et après, donc, la déclaration du statut, la conservation et enfin la valorisation et pour l'exposition. Quand nous entrons dans nos musées, que ce soit dans notre contexte ou bien sur la planète, vous voyez très bien que c'est des patrimoines, que ce soit une toile, que ce soit des icônes, toutes sortes de choses. On a exposé effectivement pour les valoriser. Même si nous sommes passés à la dématérialisation de manière virtuelle aussi, on peut voyager, on peut découvrir tout ce patrimoine-là. Mais nous retenons que valorisation et exposition vont ensemble. Alors, je me suis essayé à faire quelques propositions comme ça, qui sont impliquées allant du plus simple au plus complexe, donc ils s'imbriquent. Alors, la question de la numérisation des archives, donc, si vous voulez, de la dématérialisation, pour ma part, peut être l'une des propositions. Parce qu'en réalité, quand on parle de la dématérialisation, au bout, il y a quand même cette préoccupation de conserver les données, ces contenus immatériels. Et les problèmes de capacité de stockage qui se posent, les questions de ces supports qui ont une durée de vie, c'est-à-dire le support traditionnel et le support imprimé que nous rencontrons au quotidien, ne peuvent être pérennisés ou sécurisés que si nous avons pensé à les dématérialiser, à les numériser. Donc je crois que c'est un vaste chantier qui est en cours dans nos contextes. Mais moi j'ai pensé que c'est l'une des meilleures pistes. Produire donc ces contenus et vous allez voir que par la suite, j'ai parlé du cloud. On a très bien vu qu'il y a une sorte de mutation, d'évolution dans les supports de stockage. On est passé au nuage là, mais avant les nuages, les clouds, on avait toutes sortes de supports comme ça que nous n'allons pas commencer à énumérer ici, puisque nous les maîtrisons, en bas. Donc, avant d'arriver au cloud, j'ai proposé aussi la production d'un gestionnaire électronique des documents, un gestionnaire électronique des documents avec tout ce que ça comporte. Donc, ces projets-là, c'est des projets dont nous devons nous mobiliser, avoir des moyens pour mettre à disposition l'information à distance. Il renvoie toujours aux questions de sécurité, de diffusion, de circulation, de valorisation. Ensuite, la production d'un système intégré de gestion des archives. Ça rejoint toujours les mêmes problématiques, les mêmes propositions. Pour ma part, c'est un tour. Et enfin, je n'ai pas voulu énumérer les autres supports de stockage. J'ai préféré toucher celui qui est vraiment l'une des solutions. Vu que chaque fois qu'on a stocké, on a commencé par discuter toutes sortes de choses, on s'est rendu compte que ça ne résolvait toujours pas les problèmes. Et je crois que ça, c'est l'une des plus grandes révolutions de notre époque, le cloud, les nuages. Vous imaginez qu'on ne peut pas toucher, mais on peut stocker, quelle que soit la quantité des contenus. Donc c'est pour ça que j'ai un peu utilisé ça, la cloudisation des banques de données, donc des contenus, tous ces patrimoines informationnels. Donc, je suis un peu pragmatique. J'aime beaucoup le visuel en communication et sciences de l'info, on va dire. Le visuel, il parle plus. Voilà pourquoi je me suis essayé à vous balancer ce schéma qui est tiré de la source que vous voyez, le website. Alors, où j'énumère un peu les principaux avantages de la dématérialisation
pour que ça nous conforte. Vous voyez qu'en amont, là-bas, en rouge, vous savez qu'il y a toujours un problème financier, un problème de moyens, la réduction des coûts. Donc du coup, si pour convaincre nos politiques, quand ils disent toujours qu'ils n'ont pas de moyens, on va très bien les budgets, on va leur dire voilà les solutions, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent, ou si vous voulez, voilà, on peut les convaincre un peu comme ça, la réduction des coûts avec 91% des frais en moins liés à la gestion documentaire. Donc, si le ministère de tutelle il est convaincu par ce qu'il n'a pas besoin de mettre autant de moyens, donc une réduction, il paye juste les 10% de ce que nous mettons pour la gestion sur les supports matériels, donc la gestion documentaire physique, la gestion archivistique physique. Je crois que très rapidement, ils peuvent adhérer et ça va être une approche participative. Donc j'explique un peu là, j'ajoute par employé, utilisé chaque année, peuvent être économisés environ 2500 feuilles. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux là-dessus, mais ça c'est ce que j'ai essayé de prendre. Alors, à l'autre extrémité, ensuite en dessous là, on a la communication simplifiée. Les documents peuvent être consultés n'importe où et par plusieurs personnes en même temps. Donc, dématérialiser, ça veut dire tout simplement que ce patrimoine devient immatériel et à l'instant T, vous avez l'information, quel que soit où vous trouvez. Je crois que ce soit avec nos étudiants, nos personnels, tous nos usagers, la modernisation dans nous, ça passe. C'est ce que nous mettons en avant. Si vous pouvez avoir accès à l'information, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ce problème, cette problématique de fossé numérique, de fracture numérique, c'est-à-dire ils peuvent être résorbés, alors on pourra dire qu'on a avancé, puisque dans la chaîne, on regarde très bien que quand on a traité, si nous ne diffusons pas, nous ne vulgarisons pas, ça veut dire que monsieur tout le monde ne sait pas ce que nous faisons au quotidien. Du coup, ça n'a pas de valeur. Donc, cette communication, pour ma part, est essentielle. Alors, plus de sécurité, l'accès aux informations sensibles est ainsi mieux contrôlé. C'est vrai que les problèmes sécuritaires, je crois que c'est un chantier toujours en cours, parce que à peine on a sécurisé, on se rend compte qu'il y a toujours un problème. Voilà pourquoi les chercheurs, les experts du domaine, les informaticiens, cette recherche est toujours financée. Donc les problèmes de sécurité sont quand même résolus. Pour ma part, on peut mieux sécuriser quand on a dématérialisé, quand on les a sur le support, on va dire dans le contenu immatériel, le problème de sécurité est quand même réglé en partie. Donc aucun document n'est perdu, on va dire ça comme ça, même si c'est discutable, mais ça vient résoudre un problème qu'on rencontre dans les contenus physiques, support physique. Et enfin, il y a un gain de productivité, 46% de raccourcissement du cycle de traitement des documents. Ça, c'est les sources website. Je dis toujours à mon équipe de travail à l'université, même à mes étudiants, les enseignants, je leur dis quand on a un problème, on n'arrive pas à voir le problème des coûts cachés, on perd beaucoup de temps. La notion de time disponible nous échappe. Vous voyez, quand vous demandez les moyens, vous avez pour, dans votre cahier de charges, toute autre chose, expliquer pour convaincre qu'on gagnerait à passer à la modernisation, mais c'est toujours pas évident. Moi, je me demande si c'est un problème culturel, si c'est. Mais je dis la notion de terrorisme, les coûts cachés, on ne voit pas. Alors que c'est une grosse perte. C'est une grosse perte. Quelles que soient les organisations privées, publiques, les institutions, la société en général. Donc, si dans ces zones de conflit, nous pensons qu'on devrait apporter notre contribution, l'une des choses en dehors de tout ce qui renvoie à la conservation préventive, parce que la conservation privative, elle vient après, c'est bien endommagé, ça nous revient plus cher, mais si on anticipe en mettant en avant la conservation préventive, je crois qu'on aura avancé.
Et donc le travail peut être moins fastidieux si on a donc dématérialisé les contenus avant que tout ne brûle, avant que tout ne soit détruit par les inondations, les incendies, les violences humaines volontaires, comme on constate dans le visuel, pour sécuriser dans les serveurs toutes sortes de réservoirs. Je pense que les politiques ou bien la société ou on va dire la planète gagnerait quelque chose et nos bailleurs de fonds pourraient davantage nous financer parce que c'est bien la préoccupation qu'on voit avec l'UNESCO, mémoire du monde et tout. C'est une préoccupation qui se pose. Le fossé numérique montre que dans d'autres contextes, c'est-à-dire que les Occidentaux ont vraiment avancé, ils ont très bien compris que ça passe par là, mais nous avons encore du chemin. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette initiative-ci, ces rencontres-ci, ces débats qui pourront nous accompagner dans nos visions stratégiques, projets futurs. Alors, l'obtention des résultats efficaces, stables et durables passait donc par une gestion optimale des ressources. Quand je dis ressources, donc c'est toutes sortes de ressources. Ressources humaines et toutes les autres ressources indispensables. Donc, s'il y a une gestion optimale, je pense qu'elle peut nous apporter un souffle et nous tirer vers le haut. Ensuite, les stratégies de dématérialisation documentaire dans l'ordre cité plus haut, en vue de produire une banque de données sécurisée sur cloud qui permettra son exploitation efficiente. Vu que je ne vais pas revenir sur les zones en crise ou la guerre, mais on sait très bien que c'est des zones accessibles à un moment donné. Mais si nous avons en amont, si nous avons anticipé, dès que ça commence, en récupérant tous nos archives, nos documents, les sécuriser, puisque l'accès n'est plus facile. Je crois que ça vient résoudre un problème. Et ensuite, ces questions de conservation, de préservation, de pérennisation, de valorisation, trouve là un début de solution. Parce que si avec les guerres, comme nous voyons toutes ces destructions, nous perdons toute notre âme, toute notre mémoire, on peut dire que nous n'existons plus. On ne peut pas exister si on n'a pas son histoire. Si on ne connaît pas d'où on vient, alors on est vide. Donc enfin, des solutions relatives à la problématique des gestions documentaires en zone frontalière. Je crois que tout ça aussi dans l'atelier, on va spéculer là-dessus. Des solutions à ces problématiques qui sont des problématiques nouvelles. Et je me suis inspiré de quelques sources là. C'est vrai que j'ai oublié de rajouter référence ma thèse. Je le ferai par la suite. Je vous dis donc vous remercier pour votre aimable attention. Thank you for your attention. Merci.